Bienvenue à l'apéro des carreaux spécial Julien Sandrel, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir, jour de la sortie de Vers le soleil, son 4e roman, qui est sorti aujourd'hui chez Calman Lévy. Bonsoir Caro, bonsoir Julien, merci d'être avec nous. Bonsoir On à va tous. commencer par une petite photo avec les livres, pour ceux qui l'ont, s'il vous plaît. Attends. Si vous l'avez, je veux bien que vous mettiez le livre comme ça. Bon, je le sors aussi alors. Ouais. Bah ouais. Alors, vous êtes prêts? Et un grand sourire. Super, excellent. Voilà. Alors Julien, on commence par la petite question d'introduction. Qui es-tu? D'où viens-tu? Comment es-tu arrivé à l'écriture? On veut tout savoir. Alors, je m'appelle Julien Sandrel, j'ai 40 ans, je suis de formation scientifique, donc je ne me destinais pas du tout à l'écriture. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années en entreprise et le virus de l'écriture, qui était quelque chose que j'avais en moi depuis l'enfance, mais que j'avais un peu étouffé, est revenu en force il y a quelques années. Et j'ai décidé d'y laisser libre cours. Et depuis l'apparition de la Chambre des Merveilles, donc en 2018, eh bien, j'ai la chance de ne faire plus que ça, donc je me consacre à l'écriture entièrement. Et pour revenir sur mon parcours d'écriture, on va dire, en fait, c'était quelque chose qui m'animait quand j'étais enfant. Quand on me posait la question, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand, je répondais écrivain ou metteur en scène. Et après, j'ai pas du tout fait ça. J'étais plutôt bon élève, donc on m'a plutôt poussé vers des études scientifiques que je ne regrette pas du tout. D'ailleurs, je vois une amie, Marion, qui a fait des études scientifiques avec moi d'ailleurs, et qui d'ailleurs ne fait plus du tout ça non plus. Donc comme quoi, ça mène à tout. Bref, et en fait, j'étais pas très très heureux dans ces études scientifiques, donc j'ai fait un petit pas de côté. Ensuite, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans la communication, qui était quelque chose qui me correspondait un peu plus. Et voilà, et cette envie d'écrire est revenue en force en 2015. Voilà, c'est vraiment en 2015 que j'ai commencé à écrire et que je me suis dit, si je ne commence jamais à écrire, je ne risque jamais de publier quoi que ce soit. Alors parlons-en de la Chambre des Merveilles, que moi j'appelle le livre des merveilles. C'est incroyable, en fait, c'est ton premier roman. Il a été acheté dans plein de pays. Il a eu un succès dingue à sa sortie. Est-ce que tu peux nous raconter la sortie de ton premier roman? Parce que c'est assez exceptionnel ce qui s'est passé pour toi. Écoute, j'ai eu la chance d'avoir une formidable éditrice, puisqu'elle m'écoute là, qui a repéré ce roman et qui a cru Quel faillot, je rêve. et qui a cru en ce roman dès le départ en fait. Donc c'est vrai que c'est une très très belle histoire. Après évidemment tout ça nous a dépassé puisque on pouvait pas imaginer ni elle ni moi l'engouement qu'il allait y avoir autant au niveau des lecteurs que des libraires que des éditeurs étrangers, puis ensuite du cinéma. Donc voilà, donc il s'est passé plein de trucs très très vite autour de ce roman. Et c'est vrai que pour moi, c'est quand même le roman qui finalement a changé, disons, ma trajectoire de vie, puisqu'il y aura de toute façon dans ma vie un avant la Chambre des Merveilles et un après la Chambre des Merveilles, quoi qu'il se passe dans le futur, puisqu'en tout cas, depuis maintenant 3 ans, je me consacre à l'écriture et j'ai cette chance grâce à la Chambre des Merveilles. Donc, on me demande souvent lequel de mes romans je préfère. En fait, j'ai jamais véritablement de réponse parce que je les aime tous et ils correspondent tous à des choses que j'avais envie de raconter, à un moment de ma vie en particulier. Mais c'est vrai que de toute façon, il y aura toujours une place particulière pour la Chambre des Merveilles puisque c'est vraiment mon premier roman publié et c'est le début d'une formidable aventure, quoi. Est-ce que tu peux nous dire actuellement, il est traduit dans combien de pays? 26 langues. Ah ouais, bravo. Moi, j'adore quand tu fais la petite photo sur Insta avec la couverture dans des langues que je connais même pas. Mais je continuerai. Alors, si c'est pour toi. Non, mais c'est vrai que je trouve qu'on voyage aussi, en fait. Et puis la lecture, c'est une sorte de voyage. Donc, c'est marrant de voir que cette histoire, elle fait son petit bout de chemin et que, oui, que Julien Sandrel arrive un peu partout. Ouais, en plus, c'est vrai que c'est sympa de découvrir les différentes couvertures parce que finalement, dans chaque culture, chaque éditeur adapte véritablement comme il le sent. Donc après, on a quand même un droit de regard. Donc de temps en temps, il y a vraiment des couvertures qui sont atroces. Donc on dit, bon, non, là quand même, ce serait bien de ne pas faire ça.
Mais c'est vrai qu'ensuite, quand c'est des cultures qui sont assez éloignées de notre culture européenne ou française et que, voilà, par exemple, la couverture du Vietnam, bon, c'est vrai qu'elle est extrêmement différente de la couverture française. Après, j'avais peu de commentaires parce que c'est les éditeurs vietnamiens qui connaissent vraiment les lecteurs auxquels ils veulent s'adresser. Donc voilà, donc c'est rigolo effectivement de découvrir l'interprétation dans les différents pays d'une même histoire. Et après, c'est vrai que je pense que ce qui touche dans La Chambre des Merveilles, c'est que c'est finalement une histoire assez universelle, une histoire d'amour entre une maman et son fils. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui touche de manière assez transversale différents pays, différentes cultures et aussi différentes générations, puisque je sais, puisqu'il y a pas mal de lecteurs qui viennent me voir, alors quand il y avait des salons, n'est-ce pas, et des signatures, les lecteurs et les lectrices venaient me voir et me disaient souvent que le livre circulait dans la famille, quoi, que c'était un livre qui se passait de mère en fille, et ensuite les adolescents aussi, ils trouvent autre chose en se mettant dans la peau de Louis quasiment, de l'adolescent héros du roman. Donc voilà, donc c'est un roman qui touche les gens et qui aura de toute façon une place dans mon cœur pour toujours, je pense. Alors, comme il y a peut-être des personnes qui l'ont pas lu, parce que finalement, tu as donc plusieurs romans et on les a pas forcément lus dans l'ordre. Est-ce que tu peux nous pitcher en 2 mots La Chambre des Merveilles pour donner envie aux gens peut-être de commencer par ton premier? Alors, La Chambre des Merveilles, c'est l'histoire d'un garçon et de sa maman. Au début de l'histoire, le garçon a un accident, c'est un garçon de 12 ans. Il tombe dans le coma. Au début, sa maman, évidemment, dans un premier temps, est totalement désespérée. Et un jour, en rangeant la chambre de son fils, elle tombe sur un petit carnet qu'il avait appelé Mon carnet des merveilles, dans lequel il avait listé toutes les expériences qu'il aimerait vivre au cours de sa vie. Et cette maman prend une décision un petit peu folle. Elle se dit, plutôt que de rester là à rien pouvoir faire pour l'aider, je vais vivre chacun des rêves de mon fils, je vais les filmer, les lui raconter en espérant qu'il va les entendre et que ça va lui donner envie de se réveiller et de revenir à la vie. Voilà, en 2 mots. Mmh. Une intrigue très originale et très, qui accroche le lecteur en fait dès le départ. Parce que on s'y retrouve en fait pleinement. On vit plein de petites choses du quotidien et en même temps tu nous emmènes très loin. Donc je trouve que ça fonctionne bien. En ce moment, l'actualité sur La Chambre des Merveilles, c'est le tournage, c'est ça, pour l'adaptation télé, cinéma? Cinéma, ouais, le tournage a lieu en ce moment, il a commencé début février. J'étais sur le tournage hier justement, donc c'est tout frais. Ils en sont à la 4e semaine de tournage, ils en ont encore 4 devant eux. Et puis c'est génial, c'est super. Donc ce que je peux vous dire, c'est que les producteurs qui s'occupent du film donc sont ceux qui ont fait par exemple La Famille Bélier, Demain tout commence avec Omar Sy, et plus récemment Petit Pays, l'adaptation du livre de Gaël Faye. La réalisatrice, c'est Lisa Asuelos, qui a fait LOL avec Sophie Marceau, plus récemment Mon bébé avec Sandrine Kiberlin. Et l'actrice principale, donc c'est Alexandra Lamy. J'ai vu, et sa maman est jouée par Muriel Robin. Et pour l'instant, j'ai vu quelques images qu'on m'a montrées hier. Donc, j'ai assisté au tournage de 2 scènes et j'ai vu des images qui ont été tournées dans les semaines précédentes. Et honnêtement, moi, je trouve ça a l'air super. Je trouve ça a l'air super et ça a l'air très émouvant, justement. Et je pense que le choix des actrices est vraiment excellent. T'as un beau casting et je vois passer dans le chat une dame qui dit que ce livre est aussi très drôle parce que le pitch que tu as fait, effectivement, on a l'impression que ça peut être très triste. C'est très émouvant comme livre, mais c'est vrai qu'il y a plein de passages très drôles, entre autres avec la maman et la grand-mère. Il se passe plein de choses dans ce livre, mais c'est vrai que c'est un livre, on se balade par plein d'émotions et voilà, c'est un très très beau roman. Et moi, je rebondirais, du coup, on va parler de Vers le soleil. Moi, je dirais que Vers le soleil, c'est comme un cousin de La Chambre des Merveilles parce qu'on traite de l'amour maternel beaucoup dans ton dernier roman et c'est vrai que ça fait écho avec La Chambre des Merveilles et cette jolie histoire entre cette maman et son fils qui est à l'hôpital. On va parler de Vers le soleil qui sort aujourd'hui. Donc Alors attends, Ouais. juste pour introduire Vers le soleil, je voudrais vous lire 2 phrases. Ce sont les mots de Aude qui vient de publier sa chronique parce que je trouve que ça introduit parfaitement. Aude Bouquin. Cap sur l'Italie et les beaux paysages de Toscane. En terre de Sienne, vers le soleil, nous assistons à la naissance d'un père en plein cataclysme. Dans ce roman résolument positif, profondément axé sur l'essentiel, je confirme que l'on a tous besoin d'un Julien Sandrel dans sa vie.
Alors, Ah c'est bah, ah bah, très bien. Écoutez, je suis disponible tous les jours de semaine, voilà, à part quand j'écris, mais je peux venir dans vos vies. Non, je plaisante. Écoutez, bah, c'est hyper sympa. J'adore cette chronique et je trouve que c'est formidable. Je sais pas quoi dire, en fait, je suis un peu gêné même. alors, Vers le soleil, ça t'est venu comment t'es venue l'idée de ce roman? Alors ce roman, en fait, dans ce roman, j'avais vraiment, il est arrivé un moment où j'avais vraiment envie de parler de paternité, d'écrire un roman lumineux sur la paternité, qui soit riche en émotions et qui parle de famille. J'ai beaucoup parlé de famille de sang, en fait, dans mes romans précédents, et là, j'avais envie de me pencher un peu plus sur les liens du cœur et sur la famille qu'on peut se choisir, en fait, quand on est adulte. Et sur la force et la puissance des liens familiaux. J'avais aussi énormément envie de parler de voyage. J'avais besoin de soleil, besoin de voyage, et j'avais envie de parler d'Italie parce que je suis d'origine italienne. Ça faisait un moment que je tournais autour de cette idée et j'avais envie d'ancrer un de mes romans au moins dans un terroir italien. Et le déclic est venu à l'été 2019 quand je suis parti en vacances en famille en Toscane. Et j'ai absolument adoré cette région. Je suis tombé amoureux de cette région, de ses paysages, de ses couleurs, de sa lumière, des villes extraordinaires de Toscane, notamment de la ville de Sienne, qui a donné son prénom à la petite fille de l'histoire. Euh, et donc voilà, donc ça c'était pour la Toscane. Et en fait, quand vous partez en Toscane ou en Italie un peu au sens large par la route depuis la France, vous êtes obligé de passer par la ville de Gênes puisque c'est une sorte de porte d'entrée pour aller un petit peu plus loin ensuite, notamment vers la Toscane. Et donc c'était comme une sorte de symbole au sein de ces vacances, au début et à la fin des vacances, de passer par la ville de Gênes. À l'été 2019, le pont s'était effondré l'année précédente, il n'était pas encore reconstruit. Donc l'absence de ce pont, en réalité, envahissait tout l'espace, puisque on n'arrêtait pas de penser à ce pont, mes enfants n'arrêtaient pas de poser des questions, de dire mais qu'est-ce qui s'est passé, qui étaient les victimes, comment est-ce que c'est possible. Et en fait, ils ont eu cette phrase qui m'a marqué, ils ont dit mais en fait ça aurait pu être nous. Et c'était tout à fait vrai, ça aurait pu être nous à une année près, quasiment jour pour jour, on passait exactement sur cette autoroute des vacances, et les victimes de l'effondrement du pont de Gênes, soit c'était des gens qui avaient juste la mauvaise idée d'habiter pas loin, ou alors c'était des gens qui se sont trouvés au mauvais moment, au mauvais endroit, et qui pour la plupart étaient des familles qui partaient en vacances. Donc comment ne pas sentir une empathie immédiate avec ces familles dont le seul tort était juste de partir en vacances, quoi. Voilà, donc je suis revenu de ce voyage avec l'envie de parler de paternité en Italie, de Toscane, avec comme toile de fond cette histoire de l'effondrement du pont de Gênes. Ouais, ce fait divers, en fait. Exactement. Est-ce qu'on démarrait pas par le premier extrait qu'on a Ouais, sélectionné absolument. Vers le soleil? Alors, Vas-y. est-ce que on va parler du coup un petit peu du début. Je t'ai soumis les extraits. Donc là, on va découvrir les deux personnages. L'intrigue principale, ouais. Ouais, les deux adultes. Et puis, alors, attendez, tu mets un fond d'écran, Caro? Je le mets là, Caro, c'est bon? Ok. Ouais. J'attendais juste de savoir si tu voulais dire 2 mots avant. Hop. Normalement, c'est bon. Voilà pour le... Oula, attention, j'ai le premier extrait. On est bon? On est bon. J'ai une fille de 6 ans. Elle s'appelle Sienna. C'est une enfant particulière. Elle traverse une passe difficile. Je travaille beaucoup, elle est souvent seule. J'ai essayé de l'inscrire à des activités au centre de loisirs, mais elle n'y est pas heureuse. La psychologue scolaire m'a conseillé de l'entourer d'autres adultes, d'autres figures d'autorité. Or, je suis assez solitaire. Je ne comprends pas bien en quoi cela me concerne, mais elle n'a pas fini. J'ai vu un reportage il y a quelques jours à propos d'un comédien au Japon qui endosse des rôles dans la vraie vie. Une sorte d'acteur pour client privé qui, selon la demande, peut jouer un meilleur ami, un mari, un proche éploré lors de funérailles. Le reportage suivait des clients de cet homme qui expliquaient à quel point son intervention les aidait à combler des failles dans leur vie. Son entreprise a beaucoup de succès apparemment, mais je n'ai pas trouvé d'équivalent en France. Elle marque une pause, dirige ses yeux azur vers les miens. Je crois avoir compris ce qu'elle me demande. Pure folie. Sacha, je voudrais donner à ma fille une image de son père, ainsi qu'une présence masculine à laquelle elle puisse se raccrocher. J'aimerais vous proposer de jouer ce rôle auprès d'elle. Vous pourriez prétendre être un proche du père de Sienna, quelqu'un qui l'aurait bien connu dans sa jeunesse,
et qu'il n'aurait plus revu depuis? Vous seriez libre d'inventer la vie rêvée de ce père et de la lui raconter. Il s'agirait de quelques après-midi par mois, pas plus. Et merde, sous ces apparences de normalité, cette femme est une cinglée. Ok, j'aime les filles originales, mais celle-ci est un cran au-dessus. On est bien loin du rendez-vous galant que j'espérais. Voilà, ça c'est le tout début du livre. On Est-ce que rencontre tu les peux... 3 personnages. Voilà. Enfin, la petite fille Sienna n'est pas là. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, du coup, cette espèce de triangle au départ que tu installes entre la maman, sa fille, et puis du coup, ce père de cœur qui va devenir ce père de cœur? Ouais, en fait, je peux vous raconter comment cette idée-là est née. En fait, je suis tombé, en fait, grâce à mon frère, qui m'a envoyé un reportage sur le phénomène des acteurs pour clients privés au Japon. Qui est un phénomène réel, c'est quelque chose qui existe. Et mon frère m'a envoyé ce truc-là en me disant mais ça ferait pas une idée de roman ça? Et il ne croyait pas si bien dire. Et en fait, du coup, je me suis documenté sur ça et je suis tombé sur un reportage qui était absolument édifiant, où on voyait donc une jeune femme qui avait fait appel, par exemple, à une vingtaine d'acteurs pour jouer le rôle de sa propre famille à son propre mariage. C'est-à-dire qu'elle ne voulait pas du tout que sa future belle-famille rencontre sa famille à elle. Et donc, elle avait fait appel à une vingtaine d'acteurs. Son futur mari n'était absolument pas au courant. Donc, du coup, tout ça était surréaliste. Et les acteurs étaient là, avaient appris leur rôle et jouaient le rôle d'un père, d'un oncle, d'une tante, etc. Et ça m'a fasciné et je me suis dit, mais qu'est-ce qui peut pousser une femme comme ça, qui a l'air tout à fait normale? Qu'est-ce qu'elle a pu vivre dans sa vie? Quelles sont ses failles? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'elle fasse appel à des acteurs comme ça pour jouer un rôle dans sa propre vie? Et d'un autre côté, je me suis posé des questions sur les acteurs aussi. Je me suis dit, ok, être un acteur, c'est par définition mentir, mais mentir de manière organisée. C'est-à-dire quand on est acteur, on ment sur une scène de théâtre, on ment face à une caméra, et les gens sont consentants en face. Là, c'est des acteurs qui font une démarche particulière, puisqu'ils mentent. Ils mentent sciemment, mais sans que les gens en face ne le sachent. Et dans la vraie vie des vraies personnes, qu'est-ce que ça peut donner en termes de justement jeu avec leurs propres sentiments quand ces rôles-là s'éternisent? Parce que là, dans le cas de cette jeune femme, c'était un rôle ponctuel pendant le mariage, mais dans la suite du reportage, en gros, on suivait par exemple la relation d'un homme qui jouait le rôle d'un père justement pour une petite fille, mais depuis des années et des années. Ce qui évidemment crée une relation assez particulière et forte dans un sens comme dans l'autre. Voilà. Et donc c'est comme ça que sont nés les personnages de Tess et Sacha. Tess qui donc, pour des raisons qu'on découvre ensuite dans le roman, demande à Sacha de jouer le rôle d'une présence masculine dans la vie de sa fille. Et Sacha qui, pour d'autres raisons qu'on découvre aussi dans le roman, accepte cette proposition un peu folle. Cette J'aime, mission. j'aime bien. En fait, moi, j'aime bien. Si vous avez lu plusieurs de mes romans, j'aime bien les situations un peu folles et les décisions un peu folles. C'est-à-dire que évidemment, par exemple dans La Chambre des Merveilles, quand Thelma décide de vivre les rêves de son fils à sa place, c'est une décision un peu folle. Et là, justement, engager un acteur pour jouer un rôle dans la vie de sa fille, c'est aussi une décision un peu folle. Mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant et fascinant dans les gens qui ont une folie qui n'est pas de la folie, justement. C'est-à-dire un grain de folie, mais qui en réalité est sous-tendu par des ressorts psychologiques. Je trouve ça passionnant à explorer. C'est une scène très rigolote parce que donc c'est leur premier encart ou je sais plus, enfin c'est dans Sacha aime beaucoup Tess et vice versa et c'est vrai qu'il s'attend à tout sauf à passer une soirée comme ça avec cette proposition là, c'est quasiment une mission impossible qu'elle lui propose et c'est vrai que ça donne le ton de ton roman. On se dit effectivement ça va être encore un roman un peu burlesque avec une situation de départ qui est très originale et c'est vrai que moi j'ai aimé tes personnages d'entrée de jeu parce que je trouve que elle à la fois Tess la maman elle est touchante parce que elle cherche une solution pour que sa petite fille ait une figure paternelle et puis lui il est un petit peu seul au monde il se dit allez hop pourquoi pas j'y vais et voilà on est lancé dans le bouquin et on suit tes personnages il va se passer plein de choses plein de surprises mais je trouve que ton début de roman est très beau en fait. Merci.
Bon, moi, je t'avouerai que j'ai trouvé ça un peu tordu hein, au début. Pour être honnête, non, c'est vrai. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer ensuite parce que c'est quand même dérangeant un peu quand même sur le principe, surtout que effectivement on s'attache très vite au personnage. Et ça, c'est au tout début du roman, je crois que c'est la page 20. Mais on se dit sur quel fil il va partir ensuite. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que très vite, ça fonctionne parce qu'en fait, ça, c'est 3 ans avant le début de l'histoire que tu vas raconter, je crois. Et du coup, en fait, on s'aperçoit que le comédien est vite pris à son propre jeu et que finalement, cette histoire de moyennant paiement, en fait, est très loin. Et comme tu disais, il a créé des liens réels avec la petite Sienna. Et en fait, c'est une histoire normale, finalement. Qui part d'un grain de folie, ça devient la normalité. On trouve ça normal. Et ça, j'ai trouvé très réussi. En fait, oui, j'avais envie, c'est ce que je disais en introduction, j'avais envie de parler de liens, de famille de cœur, en fait, plus que de liens filiaux par le sang. Et justement, finalement, là, on est un peu dans une situation quasi extrême d'une famille qui n'existe pas, qui est créée quasiment de toutes pièces. Et en fait, par la cohabitation et puis le fait d'apprendre à se connaître et d'apprendre à vivre ensemble, eh bien, il y a des liens extrêmement forts qui se font et qui se tissent, notamment entre Sacha et Sienna, la petite fille. Et ces liens sont finalement aussi forts, voire plus forts que des liens du sang, quoi, des liens filiaux véritables. Et moi, c'est ça qui m'intéressait, c'était souvent on dit on ne naît pas père, enfin on le devient. Et j'avais vraiment envie de parler de ça, de la naissance des liens entre un père et un enfant. On a plutôt tendance à penser, ce qui n'est pas forcément vrai et naturel, mais que les liens maternels sont un peu plus naturels. Les liens paternels, c'est quelque chose qui se construit. Et a fortiori dans des familles recomposées, etc. Aujourd'hui, il y a énormément de gens qui cohabitent avec des enfants qui ne sont pas leurs propres enfants, mais qui cohabitent pendant des années et qui, au final, finissent par s'y attacher de manière extrêmement forte, comme si c'était leurs propres enfants. Et voilà, j'avais envie de raconter ces liens-là. Alors, je vais lire le deuxième extrait parce que du coup, c'est complètement cohérent avec ce que tu viens de dire. Et ça se passe juste 10 pages après, pour pas que les gens aient peur qu'on raconte trop l'histoire. Voilà, c'est celui-ci. Donc là, c'est Sacha qui parle. Pardon, hop, j'y suis. Lors de notre première rencontre, j'ai eu comme une illumination. Pourquoi me cantonner à inventer la vie de son père? Pourquoi ne pas réinventer la mienne, effacer les blessures, les déchirures, le temps de ces parenthèses enchantées? Alors, sans avoir prévenu Tess, j'ai déclaré être l'oncle de cet enfant. Et je prends un plaisir dingue à me perdre moi aussi dans cette toute nouvelle histoire de famille. Inventer un frère, moi, l'enfant unique, le solitaire. Inventer des vrais parents aimants, doux, formidables. Tout ce dont j'ai tellement manqué. Il m'a suffi d'imaginer. C'est ce que je fais depuis 3 ans. Je crois que cela me fait un bien fou à moi aussi. Mon frère, le père de Sienna, est donc officiellement un grand aventurier avec lequel j'ai fait les 400 coups, dont je suis hélas sans nouvelles depuis près de 10 ans. Mais le connaissant, il est sûrement en pleine exploration de la jungle amazonienne. Voir pétiller les yeux de Sienna, l'entendre éclater de rire lorsque j'invente nos péripéties passées les plus improbables, ça n'a pas de prix. Tess me dit que c'est moi qui transforme sa fille, pas les histoires que je lui raconte. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ma relation avec cet enfant, les merveilleux moments que nous passons ensemble, tout cela est bien réel. Et voilà, il est pris au piège de son propre jeu, mais du coup pour notre plus grand bonheur en fait. Et puis pour la suite de l'histoire. Oui, puis il s'en rend pas compte tout de suite, en fait. Il s'en rend compte au fur et à mesure, parce que là, on est au tout début de l'histoire. Il pense ça, mais il ne réalise pas encore véritablement la force du lien qui l'unit à cet enfant. C'est quelqu'un, Sacha, qui a souffert dans son enfance et dans son adolescence, et qui ne jure que par l'éphémère, en fait. Il a une peur panique de l'attachement, il veut pas du tout s'engager, il veut pas s'attacher. Donc, quand il passe ce contrat finalement avec cette jeune femme et sa fille, tout est extrêmement clair dans sa tête. Il lui dit je ne veux pas m'engager et évidemment je le ferai proprement, mais un jour je mettrai fin à tout ça. Et en fait, au moment où il est pris au piège parce que le pont s'est effondré et parce que du coup il se retrouve tout seul avec cet enfant, il va devoir se poser en accéléré les questions qu'il a refoulées, la question notamment de son attachement réel à cet enfant. Et évidemment, tout ça va le faire évoluer. Il va se rendre compte que les liens
qu'il pensait avoir tenus à distance sont en fait extrêmement forts. Et d'ailleurs, Sacha, de manière un peu symbolique, je l'ai doté de passions éphémères, justement, parce que je voulais que ce soit justement quelqu'un qui soit dans l'éphémère et qui ne jure que par ça. Donc c'est un acteur de théâtre qui est la représentation d'une réalité fantasmée éphémère. Il est aussi passionné d'haïku, qui sont ces poèmes, ces courts poèmes japonais qui justement célèbrent l'évanescence des choses et puis les choses vraiment éphémères, qui sont eux-mêmes extrêmement éphémères. Il donne des surnoms de fleurs chaque jour à Siena différents. Et tout ça, en fait, pour moi, c'était des symboles de son attachement au non-attachement et à l'éphémère, justement. Et cette idée alors des noms de fleurs qui changent chaque jour, ça t'est venu comment, par exemple? En fait, ça m'est venu, enfin, je sais pas comment ça m'est venu véritablement. C'était juste un clin d'œil au départ au métier de Tess, puisqu'elle est fleuriste. Et puis, et en même temps, après, avec la personnalité de Sacha, qui justement, comme je viens de le dire, est très attachée à l'éphémère, je me suis dit, tiens, pourquoi pas aller jusqu'au bout de l'éphémère et carrément donner des surnoms qui changeraient chaque jour. Mais après, c'est vrai que quand je commence à écrire, j'essaye de me glisser le plus possible dans la peau de mon personnage, en l'occurrence là de Sacha. Et ensuite, après, c'est lui qui prend les décisions. Donc, c'est quasiment sa psychologie à lui qui, d'un coup, change le prénom, change le surnom de l'enfant. Et puis, je le laisse faire, quoi, gentiment. On te découvre un petit peu poète, du coup, on découvre une autre facette de toi, écrivain, je trouve, avec justement ces petits poèmes que tu glisses, toutes ces petites fleurs. Et puis, il y a une tension incroyable dans ce livre, hein, parce que à partir du moment où il y a cet accident, le lecteur va se demander pendant tout le livre comment tu vas le terminer. C'est vrai que moi, je ne savais pas du tout où j'allais, je te suivais, mais j'avais un petit peu peur, mais en même temps, bon. Et c'est vrai qu'il y a une tension qui s'installe. En même temps, on est avec Sacha et Siena qui sont tous les deux, et lui qui va devoir, comme tu dis, en accélérer, se poser plein de questions. Et ça crée un fil d'émotion incroyable, ton bouquin, en fait. Moi, j'étais dedans, je ne pouvais pas le lâcher. Et en même temps, j'avais peur de le finir parce que j'avais peur de là où tu allais m'emmener. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai adoré la décision que tu as prise pour la fin, donc je te dis merci, parce que je ne sais pas ceux qui l'ont lu, je dirai rien, je ne spoilerai rien du tout, mais c'est vrai que j'espère bien. tu avais plusieurs manières pour terminer ton bouquin, et merci, parce que pour moi c'est juste parfait ce que tu as fait. Mais justement, tu avais plusieurs fins possibles ou tu avais ta fin dès le départ? Nous, en tant que lecteurs, on a imaginé plusieurs fins, forcément. Alors, j'avais plusieurs fins possibles. Et pour vous, d'ailleurs, je pense que Caroline Lépée, mon éditrice, ne le sait pas, mais en fait, j'avais même écrit une autre fin. Et en fait, après, en la relisant, je me suis dit, non, mais en fait, cette fin, c'est pas possible. Et j'en ai écrit une autre. Mais du coup, Caroline n'a pas lu l'autre fin. Oh, c'est très désagréable, je vais la lire tout de suite. Non, tu ne la liras pas. Mais d'ailleurs, je trouve que dans tes romans, je trouve que tu as l'art de nous perdre, tu vois. C'est pas des polars, mais ça se lit comme un polar. Beaucoup de gens, je vois sur les réseaux, parlent de page turner, oui, d'une pression comme il y a dans les polars. Et pourtant, oui, comment tu fais ça en fait pour nous perdre comme ça, pour perdre ton lecteur, pour nous amener sur différentes pistes? Alors, je sais pas, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que moi, c'est ce que j'aime en tant que lecteur. C'est-à-dire que moi, j'aime en fait, j'aime le romanesque, j'aime les vraies histoires avec des vrais personnages qui prennent des décisions, qui vont dans une direction, dans une autre, qui sont parfois, qui prennent justement parfois des décisions un peu loufoques et qui sont un peu inattendues. J'aime ne pas savoir où on va, quoi. Et donc j'aime notamment, je suis un lecteur aussi de polar, de thriller, et dans la littérature blanche, j'aime les histoires qui sont vraiment romanesques et où il se passe vraiment des choses. J'ai un peu de mal avec de la littérature où c'est plus contemplative, on va dire. Moi, j'aime les histoires profondément. C'est ce que j'aime lire et c'est aussi ce que j'aime écrire. Donc voilà. Donc moi, j'aime bien qu'il y ait des rebondissements et qu'on ne sache pas effectivement dans quelle direction on va partir. Et après, en termes de construction, c'est alors c'est un peu au feeling, mais disons que je suis très imprégné aussi de culture cinématographique, séries, etc.
Et donc quand j'écris, j'ai des références en tête. La plupart du temps, je lis beaucoup, mais les références que j'ai en tête au moment où je me mets à écrire, c'est souvent des références cinématographiques ou de séries, ce qui probablement influe aussi sur ma manière d'écrire et sur la tension que j'essaye de mettre tout au long du roman, parce que pour moi, quand je lis un roman ou quand je regarde une série ou un film, il n'y a rien de pire que de me dire que je suis en train de m'ennuyer, quoi. Mm. Donc j'ai pas du tout envie que le lecteur s'ennuie. Ou Donc d'être déçu par la fin, justement. ou d'être déçu par la fin, ouais, aussi. Donc ça, la fin, j'ai déjà fait des expériences littéraires où je ne connaissais pas forcément la fin au moment où j'écrivais, et ça s'est pas très bien terminé, puisque du coup, c'était pas top. Voilà, donc là, maintenant, je sais à peu près où je vais. Je partage avec Caroline, justement, sur la base d'une histoire, en sachant à peu près dans quelle direction je vais partir. Je suis à peu près clair aussi sur la fin. Avant de commencer à écrire, ça me rassure, ça rassure tout le monde de savoir qu'il va y avoir une fin qui va tenir à peu près la route, quoi. Il y a plusieurs questions dans le chat, Julien. Par exemple, quelles sont tes références séries pour ce roman ou quel film? Est-ce que tu as des conseils à nous donner? Alors, en fait, alors c'est difficile de donner des références en tant que telles, parce qu'en fait, souvent je m'inspire, même parfois pour des scènes en particulier, je m'inspire de scènes du même genre dans certains films, quoi, par exemple. Mais quand je m'inspire, c'est souvent aussi pour m'en éloigner. C'est-à-dire que justement, j'ai une sorte d'obsession pour l'originalité quand même. Et du coup, j'essaye de ne pas refaire ce qui existe déjà. Donc, quand j'écris une scène, je me documente sur le sujet, évidemment. Et puis ensuite, je me dis, OK, comment est-ce que je pourrais traiter cette scène? Comment est-ce que ça a été fait par ailleurs? Comment est-ce que je peux m'en éloigner justement de ce traitement-là. Donc là, pour ce livre, si je devais donner quelques références, je dirais que une source d'inspiration, c'est des films avec une relation homme-enfant très très forte, et notamment avec une dimension de secret, mensonge, de choses comme ça à cacher ou à découvrir. Et donc, par exemple, j'ai revu dans la préparation de ce livre La vie est belle avec Roberto Benigni, le film Demain tout commence avec Omar Sy, le film avec Kevin Costner Un monde parfait. Voilà, donc c'est des relations dans des contextes différents, mais très fortes entre un adulte homme et un enfant auquel il s'attache avec une relation qui se tisse, etc. Et donc ça m'intéressait d'explorer ça. Après, pour d'autres parties du livre que je ne citerai pas pour ne pas spoiler, il y a d'autres inspirations, notamment plus autour de films catastrophes, quoi, on va dire. Voilà, donc c'est assez divers et ça dépend. J'essaye souvent de voir ce que les autres ont fait pour essayer de m'en éloigner. Okay. Ou alors pour traiter différemment. Je vais vous donner un exemple tiré de La vie qui m'attendait, qui est mon deuxième roman. Dans La vie qui m'attendait, c'est l'histoire de deux jumelles qui ne se connaissent pas et qui se rencontrent à l'âge de 40 ans et qui découvrent en fait qu'elles ont une jumelle alors que ni l'une ni l'autre n'était au courant de l'existence de cette autre. Et en fait, dès le départ, je m'étais dit que la scène de rencontre entre les deux était quelque chose qu'il fallait pas trop que je loupe, quoi, parce que c'était une scène très importante, voire fondamentale. Et en fait, j'ai eu très vite l'envie et l'idée de traiter cette rencontre comme une rencontre amoureuse, comme une sorte de coup de foudre. Et donc, j'ai regardé certains films dont je me souvenais, pour lesquels je me souvenais qu'il y avait une scène de rencontre assez forte. Et finalement, la scène dont je me suis inspiré pour cette rencontre, c'est la scène du film Roméo et Juliette de Baz Luhrmann, où Roméo rencontre Juliette, donc Leonardo DiCaprio et Claire Danes se rencontrent à travers un aquarium, en fait. Donc il y a une musique, tout ça, et ils se voient à travers l'aquarium, ils ne peuvent pas se toucher, ils ne peuvent pas se parler. Et du coup, cette scène m'a inspiré en partie pour imaginer cette scène où les deux jumelles se rencontrent avec une vitre qui les sépare, qui est la vitre de la librairie dans laquelle Juliette travaille. Tu nous donnes des frissons. Il y a plein de réactions dans le chat. Hein. Tout à l'heure, je ferai un copier-coller pour que tu puisses les lire tranquillement. Ah, super, merci. Ouais, il y a plein de lecteurs dans le chat qui ont dit que c'était leur préféré, La vie qui m'attendait, qui est ton deuxième roman.
Super, mais c'est parce qu'ils n'ont pas lu Vers le soleil encore. Il y a quelqu'un qui demande combien de temps, pardon, ça t'a pris pour l'écrire, pour avoir une idée. Euh, Vers le soleil. Généralement, je mets à peu près une année, disons, du début de l'idée au point final, quoi. Après, il y a des variations, et puis ensuite, il y a du retravail plus ou moins long selon les romans, mais on va dire à peu près une année, quoi. Okay. Donc là, ça veut dire que tu as déjà commencé ton 5e roman? Tout à fait. Très bien. Alors, on a parlé de La Chambre des Merveilles, qui est ton premier roman. On a parlé du 2e à l'instant. Il y a le 3e qui va sortir en poche dans quelques jours, qui s'appelle Les Étincelles. On va en parler également. Il sort chez Livre de Poche dans une semaine ou 15 jours, je sais Ouais, pas. dans une semaine. Est-ce que tu veux nous raconter l'idée de ce livre, qui est assez différent des autres, je trouve, dans la manière dont tu traites un sujet qui est d'actualité, et est-ce que tu veux nous raconter du coup la genèse de ce roman avant qu'on lise un extrait? Ouais, alors donc ce roman, donc ça raconte. Je vais d'abord peut-être dire de quoi ça parle. Je sais pas si on a dit de quoi ça parle, Vers le soleil, en fait, parce qu'on a parlé tout de suite de l'idée, mais je suis même pas sûr qu'on ait pitché le livre. Bon, on y reviendra peut-être après. Comme tu veux, sinon on finit Vers le soleil, si tu veux, comme tu veux. Non, bah oui, enfin, alors, je vous dis quand même, pour ceux qui sont totalement vierges sur Vers le soleil. Donc, Vers le soleil, c'est l'histoire d'une famille qui part en vacances en Toscane, donc un homme, une femme et une enfant. Cette famille est en apparence tout à fait normale, mais en réalité très particulière. Donc, vous l'avez compris là dans les échanges qu'on a eus. Et les secrets et les mensonges de cette famille donc vont totalement voler en éclats lorsque la maman va être portée disparue dans l'effondrement du pont de Gênes. Et le secret le plus important au sein de cette famille, c'est donc que l'oncle dans cette famille n'a aucun lien de parenté avec cet enfant. Et donc, quand il va apprendre la disparition de la maman dans l'effondrement du pont de Gênes, il va avoir seulement quelques jours pour se poser les bonnes questions et puis pour décider ce qu'il fera si la maman ne sortait pas vivante des décombres. Est-ce qu'il décidera de fuir avec l'enfant ou est-ce qu'il décidera d'abandonner l'enfant, quoi. Donc, c'est une question légèrement fondamentale. C'est vrai qu'on aurait pu le pitcher avant de lire tous les extraits, mais en fait, bon. C'est pas grave, on l'a fait dans le désordre, mais c'est pas grave. Ouais. Il y a une très jolie bande-annonce là qui a été mise en ligne, donc vous pourrez aller la voir sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui demandait pourquoi une bande-annonce. Est-ce que du coup, alors, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de livres qui ont des bandes-annonces. Est-ce que tu aimes bien l'idée d'une bande-annonce de ton livre? Alors, j'ai envie de répondre, mais pourquoi pas? Ouais. Ouais, et en fait, il se trouve que mes livres se prêtent plutôt bien à cet exercice de bande-annonce, parce que c'est vrai que tous les livres s'y prêtent pas forcément, mais justement, comme il y a souvent un point de départ assez, on va dire, visuel, cinématographique, souvent ça fonctionne plutôt bien. Donc, ma maison d'édition pense que ça marche bien, moi aussi, donc on continue sur cette idée des bandes-annonces. Et puis ça donne une petite idée de l'ambiance, de l'atmosphère dans laquelle on peut se situer, et c'est assez efficace finalement pour donner cette idée-là, sans avoir besoin de se déplacer en librairie, pour donner une première approche du livre, quoi. C'est vrai que tes romans sont très visuels. Est-ce que toi, on te soumet la bande-annonce avant ou tu la découvres en même temps que... Ah non, je suis assez impliqué sur cette bande-annonce. Caroline pourra en témoigner. La confiance n'exclut pas le contrôle. Tout à fait, exactement. Non, c'est pas une question de contrôle, mais c'est vrai que j'ai moi-même travaillé dans la communication, et donc j'aime bien être impliqué sur les différents aspects, parce que je trouve que un livre, ça n'est pas que le contenu du livre, c'est aussi faire en sorte qu'il arrive jusqu'au lecteur. Et donc la couverture, le titre, la bande-annonce, les éléments de communication, moi, c'est des choses qui m'intéressent. J'espère que mon avis est intéressant aussi sur le sujet, et donc du coup j'avoue que je n'hésite pas à le donner. Oui, et puis tu as une charte graphique qui est très ancrée maintenant aussi dans le paysage littéraire français. Je suis sûre qu'on retirerait ton nom des couvertures, on devinerait que c'est toi, parce qu'elles ont une cohérence, toutes ces couvertures, et puis dans tes titres aussi, je trouve que ça te va bien. Je te remercie. Chaque fois on se demande comment sera la prochaine, du coup. Oui, bah moi aussi, en fait. Et d'ailleurs, ça n'est pas toujours facile.
Parce qu'il y a certaines couvertures qui sont assez évidentes et d'autres où on galère un peu plus, quoi. Mais Ouais, voilà. Mais après, souvent, quand on a trouvé le bon visuel et le bon angle, après, ça devient une évidence, justement. Mm. Donc, et En c'est tout cas, souvent les un 4 échange justement avec Caroline. Entre nous deux, on se dit bon, ça c'est nul, ça c'est bien, ça c'est vraiment, c'est pas mal, mais voilà. Et après, on arrive à quelque chose qui est sympa. mais c'est vrai que tes 4 couvertures sont très lumineuses, très jolies. Merci. Ouais, bah, c'est l'objectif. En fait, le truc, Ouais. c'est vrai que dans mes histoires, il y a toujours des points de départ assez dramatiques. Et on va toujours, d'une manière ou d'une autre, vers de la lumière, vers le soleil, n'est-ce pas? Mais vers quelque chose qui est plus lumineux. Et donc, la couverture, je pense qu'elle est là aussi pour compenser parfois la quatrième de couverture qui peut un peu faire peur. Tu l'as dit tout à l'heure sur La Chambre des Merveilles. Quand on lit la quatrième de couverture, évidemment, on ne peut pas raconter autre chose que la quatrième de couverture, puisque c'est le début du roman. Et c'est comme ça que le roman commence, par cet accident et ce coma. Mais c'est vrai qu'ensuite, le livre est très lumineux, bourré d'espoir. J'espère qu'il y a un peu d'humour aussi dedans. Et j'essaye de mettre tout ça dans mes livres. Et donc, le rôle aussi de ces couleurs sur les couvertures, c'est aussi d'envoyer ces messages-là et que le lecteur se dise pas que ça va être un livre plombant, même si ça parle de l'effondrement du pont de Gênes, que c'est un livre qui est résolument positif et lumineux, quoi. Tout à fait. Alors, l'heure avance. Mm. Du coup, on va parler des étincelles. Est-ce que tu Ouais, peux nous pitcher Commencer par le début. ouais. Alors, non, donc en premier, ouais. donc les étincelles, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Phoenix, qui en fait a perdu son père il y a 3 ans dans un accident de la route, dans un accident de voiture, et qui depuis le déteste parce qu'après sa mort, ils ont découvert qu'il avait une aventure avec une autre femme que sa mère. Et en fait, ça l'a un peu minée, voire détruite, cette histoire. Et en plus, la perte de son père a fait qu'elle a dû abandonner ses études pour prendre un petit job, etc., et pour subvenir aux besoins de sa famille. Donc tout ça les a beaucoup marqués. C'est une famille qui a été très marquée par ça. Et en fait, un jour, sa grand-mère lui dit, écoute, ça fait 3 ans que ton père est mort, tu peux pas continuer à nier ta relation avec lui comme ça, il faut que tu fasses quelque chose de positif pour te souvenir de lui. Et donc là, elle va chercher à la cave un vieux Walkman parce qu'il y avait un lien très fort autour de la musique entre eux. Et donc dans ce Walkman qu'elle va chercher à la cave, quand elle l'ouvre, elle trouve à l'intérieur un petit mot avec écrit dessus donc une suite de caractères complètement incompréhensibles mais qui ressemble furieusement à un message codé. Et un numéro de téléphone et le prénom de celle qu'ils imaginent être la maîtresse de son père. Donc tout ça est extrêmement mystérieux. Et en fait, de fil en aiguille, assez rapidement, aidé de son frère qui est une sorte de geek bourré d'humour, ils vont commencer à enquêter sur la mort de leur père. Ils vont acquérir la conviction que leur père n'est pas mort de manière accidentelle, mais qu'il a peut-être été éliminé parce qu'il en savait trop sur une entreprise qui a des agissements pas terribles dans le domaine de l'environnement. Voilà, et donc ils vont se mettre dans une aventure un peu folle pour essayer de comprendre les tenants et aboutissants concernant la mort de leur père. Et Phoenix, donc, qui porte bien son nom, évidemment, parce que j'accorde une grande importance au choix des prénoms dans mes romans. Phoenix va véritablement vivre autour de la recherche de son père une sorte de renaissance, un vrai parcours de résilience, puisque au fil de l'enquête, elle va se découvrir elle-même, elle va révéler la femme forte et courageuse qui se cachait, qui était dissimulée par tous les trucs un peu noirs qu'elle avait vécu auparavant, quoi. Donc c'est là Alors, aussi une histoire très positive, avec un point de départ qui semble un peu sombre et qui en réalité va vers quelque chose de très positif. on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que tes romans sont comme les romans de Valérie Perrin d'ailleurs, des romans avec une espèce de petit fil de thriller psychologique, et celui-là ne déroge pas à la règle. Est-ce qu'on lirait le premier extrait, Caro? Allez. Alors on aura peut-être le temps de lire qu'un extrait d'ailleurs si on veut pouvoir en parler. Ouais. Je me disais. Allez, hop. C'est bon. Un matin, dans la salle de pause des directeurs, mon esprit s'égare. Alors là, c'est Phoenix qui parle. C'est épuisant d'être debout à longueur de journée. Le corps ne peut rester immobile des heures durant.
Depuis que j'ai commencé ce job, j'éprouve une admiration sans borne pour les gardes royaux anglais. Je sens bien que je serais tout à fait incapable de tenir un tel poste. Il me faut bouger, alors j'arpente sans relâche l'espace du petit salon. J'en connais par cœur le moindre recoin, la pitoyable et criarde décoration, le clou du mauvais goût étant les petites colonnes d'inspiration romaine, au sommet desquelles trônent les produits stars de lumière. Ce matin, je lis l'étiquette d'un bidon de clear, fièrement installé à côté de la porte d'entrée. Un bidon que j'ai vu des centaines de fois. Comment le rater? Ce matin-là, Dieu seul sait pour quelle raison obscure, si tant est que Dieu sache quoi que ce soit, quelques neurones assoupis se connectent. Ça y est, je viens de trouver. Ah, donc on s'arrête là, parce que forcément, vous n'allez pas savoir L'art du ce suspense. que Félix vient de trouver avant de lire le livre. Alors, enfin, moi, j'ai lu ton livre comme une enquête, en fait. C'est haletant, on a envie de savoir, il y a plein de surprises, il y a plein de découvertes. Tu t'écris vraiment ton roman comme un page turner, comme une enquête passionnante. Une fois qu'on l'a démarré, on veut savoir, on va découvrir plein de choses en fait. Moi, je le trouve assez différent des autres, ce roman. Est-ce que tu l'as construit différemment? Comment ça s'est passé? Alors, c'est un Ça roman ressort aussi dans le chat. Hein. Ouais, c'est un roman qui est, moi je le trouve, à la fois différent et totalement dans la continuité parce que c'est quand même, c'est un roman qui parle d'un parcours de transformation, d'une héroïne positive, lumineuse, qui parle de liens familiaux et de force des liens familiaux, jusqu'où est-ce qu'on peut aller par amour pour quelqu'un, pour un enfant ou là en l'occurrence pour son père, hein, dans le cas de Phénix. Donc c'est vraiment, un roman qui est totalement dans la continuité. Moi, je le vois pas du tout comme résolument différent. Là où il est un petit peu différent, c'est que, en effet, il y a beaucoup plus d'intrigue dans celui-ci, dans le sens où il y a là pour le coup une construction. Alors pas comme un thriller, c'est pas un thriller du tout, mais en tout cas une volonté de ma part de camoufler un certain nombre de choses. Et c'est aussi pour ça que j'écris la plupart du temps à la première personne, parce que j'aime bien finalement découvrir au fur et à mesure. C'est-à-dire, j'ai quand même globalement en tête les jalons et où je vais, surtout dans celui-ci, puisque celui-ci, vraiment, il y avait cette histoire d'intrigue qui était quand même assez importante et qu'il fallait caler avant de commencer à écrire le roman vraiment. Mais finalement, après, quand je me nettoie un peu de tout ça et que je me mets dans la peau du personnage, au moment où j'écris, je découvre avec elle en fait les choses. Donc c'est peut-être pour ça en fait qu'il y a ce que vous ressentez à la lecture par exemple de ce passage. Euh, je pense que c'est comme ça que ça se passe dans un esprit quoi. On est en train de se dire, hop, on se dit ah ça y est j'ai trouvé et après on déroule son idée. Mais on se dit pas, on n'a pas l'idée et ensuite on se dit j'ai trouvé quoi. Donc enfin voilà donc j'essaye de restituer au mieux les pensées du personnage et c'est probablement ça qui fait que on a l'impression de le vivre parce qu'on est à l'intérieur de la tête du personnage. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'écris. J'ai lu dans une chronique là que Julien, tu as l'art de nous emmener très loin et de se sentir très proche. Et je trouve que c'est ce qui fonctionne bien justement dans tes livres, c'est que tu nous emmènes dans des pistes inconnues, mais qu'on se sent quand même très proche des personnages parce que justement ce que tu viens de dire, quand ça fait tilt dans notre tête, tu arrives à le retranscrire. Et ça, je trouve qu'effectivement, ça peut arriver à n'importe qui, ça pourrait être nous, et du coup, ça nous permet de rester accrochés justement à cette intrigue. D'autant que dans celui-ci, il y a vraiment une enquête qui est menée. Donc, ouais, on joue des enquêteurs aux côtés de Phénix et de son frère. Moi, je considère vraiment que les personnages, c'est vraiment eux qui font un roman. Il faut qu'il y ait des personnages qui soient, en tout cas, suffisamment balisés et dont on soit suffisamment, dont on connaisse suffisamment la psychologie pour comprendre leurs réactions. Il n'y a rien de pire, je pense, dans une histoire que d'avoir l'impression qu'un personnage prend une réaction qui n'est pas cohérente avec sa psychologie ou avec ce qu'on nous a dit du personnage. Donc voilà, donc moi, avant de commencer à écrire, j'essaye d'être très clair sur qui est le personnage principal, qu'est-ce qu'il a vécu, comment est-ce qu'il pense, et ensuite, après, j'essaye de me mettre dans sa peau et de me dire, voilà, je suis Phénix à ce moment de l'histoire, avec ce qu'elle a vécu, avec sa psychologie, comment je réagis. Et le point j'essaye de le d'ancrage, retranscrire. le point d'ancrage de ton roman, c'est l'intrigue ou ce sont les personnages alors? C'est les deux. En fait, il y a pas vraiment. Les deux sont totalement imbriqués. Généralement, le point de départ, c'est quand même des éléments d'intrigue, le point de départ de mon travail et de l'idée.
Mais ensuite, je ne peux pas faire abstraction des personnages, mais ça dépend des romans, quoi. Parce que du coup, tu vois, quand on parlait de La vie qui m'attendait, l'intrigue et les personnages sont hyper liés, quoi. Et je pense que La vie qui m'attendait, j'avais vraiment envie d'avoir un personnage qui soit un médecin et hypocondriaque, quoi, par exemple. Et du coup, ça m'amusait. Et voilà, j'essaye aussi de donner des caractéristiques à mes personnages qui soient, alors pas forcément amusantes, mais en tout cas qui me permettent d'alléger un peu l'atmosphère quand justement l'atmosphère peut devenir pesante à cause des éléments dramatiques, quoi. Voilà. Parce que c'est ce que je pense que c'est ce que je suis fondamentalement. Je suis quelqu'un je pense être quelqu'un de résolument positif et même dans une situation un peu dramatique, je vais quand même toujours essayer en tout cas, mettre des touches d'humour, quoi. Voilà. Même si la situation est un peu compliquée. On a une question dans le chat, un monsieur qui veut savoir si tu fais des fiches sur tes personnages quand tu écris un roman. Alors, je fais pas sous la forme de fiches, mais c'est quasiment ça, quoi. C'est-à-dire que je rédige les caractéristiques du personnage, est-ce que le personnage a vécu dans le passé, comment il réagit, etc. Mais je ne fais pas de fiches à proprement parler. Et après, il y a des choses que j'invente au fur et à mesure, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, quand j'ai commencé à écrire Vers le soleil, je me suis pas écrit, voilà, Sacha adore les haïkus, mais c'est venu assez naturellement en cours d'écriture, quoi, finalement. Est-ce que tu as l'idée pour ton 5e roman, je ne sais pas, par exemple, de faire se croiser quelques personnages, de faire des clins d'œil? De faire quoi, pardon? Certains auteurs font ça, faire des petits clins d'œil dans un roman sur tes personnages d'autres romans qui viendraient faire un petit coucou, qui passerait. Est-ce que tu as déjà eu l'idée ou est-ce que chaque personnage, chaque roman, chacun chez soi? C'est pas prévu pour l'instant parce que oui, effectivement, pour l'instant, chacun chez soi. D'accord. Je pense que mes personnages, leurs familles sont justement suffisamment différents pour ne pas forcément avoir à se croiser dans la vie. Et voilà. Et je pense que si un jour j'ai envie, c'est pas le cas aujourd'hui, mais si un jour j'ai envie de reprendre certains personnages pour écrire une suite, ou voilà, ce sera plus sous cette forme-là que par des clins d'œil d'un personnage qui arrive. Parce qu'en fait, c'est vrai que je vois, je vois certains auteurs à qui tu fais référence. Alors, il peut y avoir des auteurs qui sont genre des auteurs de polar, et donc du coup, il peut y avoir des clins d'œil plus faciles parce que c'est des policiers qui se connaissent ou j'en sais rien. Et après, il peut y avoir des auteurs qui ancrent leurs romans vraiment dans une réalité quotidienne. Moi, ce que j'aime bien dans mes romans, c'est vraiment saisir mes personnages à un tournant de leur vie. C'est ça qui m'intéresse, c'est de les saisir au moment que j'estime être finalement le plus important dans leur vie. Un moment où il y aura un avant et un après, un moment qui va changer le cours de leur existence. Et du coup, ça n'a pas vraiment de sens ensuite de récupérer et de revoir ces gens-là, sauf si un jour j'arrive à penser à un autre tournant de leur existence. Voilà. Donc, on a compris que le 5e roman part sur... On nous demande une chose, exclue, ouais. Julien, là. On nous réclame, on nous scande une exclue sur le prochain roman. Ah ben, vous n'aurez rien. Je suis désolé. Non, mais là, on est un petit peu trop tôt quand même. Ouais, t'en es au tout début. Je me demandais, parce que tes personnages principaux sont quand même prioritairement féminins, est-ce que tu as prévu un jour d'écrire sur un personnage principal masculin, ou plus âgé, ou plus jeune? Je te trouve un peu Là, gonflé, il va nous parler de Sacha. Bien sûr. Dans Vers le Oui, soleil, d'accord, le personnage d'accord. principal, c'est Sacha, et Non, mais que je sache, c'est un homme. radicalement différent, peut-être beaucoup plus âgé, ou je sais pas. Écoute, en fait, je me pose pas cette question-là. En fait, je pars sur une histoire et il y a des personnages qui naissent avec cette histoire. Je me pose pas la question de partir sur un homme âgé ou sur Ok. voilà. Et après, s'il y a un narrateur ou une histoire qui nécessite la présence de ce personnage-là, bah voilà, il arrivera. Ensuite, même mes narrateurs sont finalement assez divers. Les personnages principaux des 3 premiers romans sont des femmes, mais il y a aussi des narrateurs masculins. Dans Les Étincelles, il y a un narrateur masculin qui est très important. Oui, c'est vrai. Dans La vie qui m'attendait, il y a un narrateur masculin qui est en filigrane aussi tout au long de l'histoire. Dans La Chambre des merveilles, il y a quand même des passages qui sont racontés du point de vue de Louis, l'adolescent.
Donc il n'y a pas que des femmes comme narrateurs. Et là, et dans Le Vers le Soleil, effectivement, c'est quand même Sacha qui est le personnage principal et qui est le narrateur. Alors, on rappelle que Vers le Soleil sort aujourd'hui chez Calman Levy. Comment ça se passe pour toi? Parce qu'on est dans une période où il n'y a plus de salon du livre, il n'y a plus trop de dédicaces. Est-ce que du coup, tu es plus disponible sur les réseaux sociaux pour répondre à tes lecteurs, lectrices? Comment tu gères? De toute façon, je dois me faire violence pour m'arrêter d'aller sur les réseaux sociaux. Donc là, en ce moment, là, je me suis autorisé cette semaine à justement être présent sur les réseaux sociaux pour pouvoir répondre et puis pouvoir commenter éventuellement et être présent le plus possible. Après, c'est vrai que j'aimerais pouvoir faire des dédicaces, aller en salon, etc. Les contraintes sanitaires sont ce qu'elles sont. Donc, ça n'est malheureusement pas possible aujourd'hui. Heureusement qu'il y a des rencontres comme celle de ce soir pour pallier à tout ça, quoi. Et voilà. Donc, c'est un peu frustrant parce que j'ai déjà vécu ça du coup l'année dernière avec le lancement des Étincelles. Ensuite, on a eu les librairies qui ont été fermées au bout de 10-15 jours. Et du coup, tous les salons, toutes les rencontres annulées. Donc j'espère que cette année, l'horizon va se dégager un petit peu, probablement pas à court terme, mais en tout cas à partir de mai-juin, quoi, et que je pourrai revenir à la rencontre des lecteurs, parce que je trouve ces rencontres toujours absolument passionnantes, et moi j'adore ça. Donc j'aimerais bien que la vie normale reprenne. Voilà. Déjà, j'aimerais bien que les librairies ne ferment pas dans les 10 jours qui viennent. Voilà. C'est déjà un premier souhait. Et en attendant, les gens soulignent dans le chat que tu es très disponible sur les réseaux, effectivement. Et c'est voilà. fortement apprécié. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin de joindre Julien. Voilà, alors je ne garantis pas une réponse immédiate à chaque instant, mais bon. En tout cas, non, c'est pour ça que je vais vous donner son 06. Alors, Julien Fondal, 06. Alors, tu es attendu à Clermont-Ferrand, en Bretagne, à Béthune, partout, quoi. J'espère que très bien. En attendant, j'aimerais. Tu es sportif? Non, mais j'aimerais tellement, en fait. Je pense que franchement, on est tous, autant les lecteurs que les libraires, que les organisateurs de salons et que les auteurs, on est tous extrêmement frustrés de vivre cette vie où on ne se voit pas, on ne peut pas se parler véritablement, ou alors si on se parle, c'est avec un masque et avec 2 mètres de distance. C'est quand même très compliqué. Donc, et moi qui aime justement dans mes romans parler d'humain, de chaleur humaine, de rencontres humaines, etc., c'est clair que là, le virtuel n'est plus suffisant en fait là. Donc il faut que tout ça change. Il faut revoir. Il faut qu'on ait le droit de se revoir. Mais en attendant, on a des livres comme Vers le Soleil, par exemple, qui peuvent nous faire voyager et nous emmener en Toscane, à Sienne, à Gênes, à Venise même. Pardon ? Avec la scène du Palio. Voilà, par exemple. À découvrir. Ce titre, il t'est venu tout de suite, Julien? Parce que je trouve qu'il est très bien trouvé. Et puis en plus, il est extrêmement positif. Donc en ce moment, ça fait du bien. Non, il m'est pas venu tout de suite. Mais en fait, il est venu surtout quand je suis tombée sur cette citation que j'ai mis en exergue là, du roman. Ce proverbe maori qui dit « Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi ». Je trouve que c'est très très vrai. Et c'est exactement ce que j'avais envie de raconter dans ce roman. Parfois, on est dans quelque chose d'assez sombre, par exemple la période actuelle, et de temps en temps, il suffit de se tourner légèrement dans une autre direction, vers le soleil, pour voir les choses différemment, et puis pour qu'un horizon s'éclaircisse, et puis qu'on voit un chemin, quoi. Donc ça me semblait plutôt cohérent avec l'histoire. Et puis après, vers le soleil, ça veut dire plein de choses, puisque ça, évidemment, ils vont vers le soleil, puisqu'ils sont en Toscane. Il y a pas mal de... Quand on lit le roman, je pense qu'on comprend pas mal de liens avec ce vers le soleil et de définitions différentes, en réalité. C'est bien, on va rester sur cette note optimiste. J'espère qu'on vous aura donné envie de lire le nouveau roman de Julien Sandrel, Vers le soleil, ou les autres d'ailleurs, puisque Julien a écrit 4 romans, et on a réussi à parler des 4 finalement. J'espère que vous aura donné envie. Merci beaucoup Julien, cette heure est passée super vite. On pourrait t'écouter parler pendant des heures. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup.
Dans 15 jours, pour les fidèles des apéros des carreaux, on reçoit Claire Favant. On passe partie polar. Donc, on parlera du dernier Claire Favant. Ne Voilà. quittez pas, pardon, on me réclame la photo de fin avec les coucous. On se fait coucou de loin tant qu'on peut pas se voir de près. Alors, on fait les coucous. Et avec des grands sourires. Super. Mille merci, Julien. On te souhaite un super beau succès pour Vers le Soleil, qui est aujourd'hui dans toutes les librairies. On soutient à 200%. Il y a les chroniques qui arrivent, la chronique de Caro est en ligne, la chronique de Haute Bouquine est en ligne également. La mienne va arriver parce que je rentre de vacances, donc voilà, je vais m'en occuper. Et voilà, foncez en librairie, achetez Vers le Soleil, c'est que du bonheur. Merci beaucoup à vous deux et merci à tout le monde. Merci Julien, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bonne soirée, bonne lecture. Merci, bonne soirée à tous. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Julien. Merci, au revoir. Bonne soirée.